Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, le début du chapitre numéro 6 sur la mécanique newtonienne. Donc, on est dans un nouveau thème du programme Mouvement et Interaction, saison 1 puisqu'il y aura une saison 2. Et on va s'intéresser à la description d'un mouvement et surtout le lien entre les forces qui s'appliquent, donc ce qu'on appelle la dynamique, qui vient du grec, dynamis, qui veut dire force, et les conséquences évidemment de l'application de ces forces, de ces actions mécaniques, c'est-à-dire le mouvement, qu'est-ce qui se passe pour le mouvement. Donc ça vient de kinéma, alors vous avez déjà vu ça avec quand on parle d'énergie cinétique, donc ça veut dire mouvement. Et on va s'intéresser du coup à ce qu'on appelle la cinématique d'un point, donc sa vitesse, son accélération. Et donc cette année, on va définir ce qu'on appelle l'accélération d'un point qui est en mouvement, donc en plus de ce qu'on avait déjà vu en classe de première. Donc je vous ai remis des vidéos à visionner de rappel, donc pour un peu tout rappeler, parce que c'est pas forcément évident. D'abord, ce qui concerne ce qu'on voit en seconde sur les forces, donc les actions mécaniques modélisées par des forces, et les mouvements, donc tout ce qui est vitesse moyenne, vitesse instantanée, et vecteur force. Ensuite, des rappels de l'an dernier sur ce qu'on appelle les champs, donc champs électriques, champs de pesanteur, champs gravitationnels, donc très important cette année. Et également tout ce qui est vecteur vitesse et variation de vecteur vitesse. Et l'année dernière, vous avez vu une ébauche de loi qui fait le lien entre la somme des forces qui s'exercent sur un système et la variation du vecteur vitesse. Donc je vous ramène à tout ça. Ensuite, une fois que vous avez regardé ces petites vidéos et peut-être revu vos cours de l'an dernier, un petit QCM diagnostic pour voir un petit peu où vous en êtes avec la correction. Alors, on y va on commence avec justement la cinématique newtonienne. Alors, Newton, 17e siècle, grand physicien évidemment, Isaac Newton de son prénom, qui a beaucoup travaillé sur l'optique, mais également sur la mécanique pour aboutir à ce qu'on appelle les lois de Newton au nombre de 3 qu'on va voir évidemment dans ce chapitre et qui sont encore d'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on utilise encore ces lois quand on étudie des mouvements dans le référentiel terrestre. Donc on va rappeler la notion de référentiel. Dans le référentiel terrestre, à la surface de la Terre, on utilise les lois de Newton. Évidemment, pour la mécanique de l'infiniment petit, donc là ce sera de la mécanique quantique pour décrire l'infiniment petit, en opposition avec justement la mécanique newtonienne, puisque les lois ne sont plus les mêmes. Alors nous, on reste dans la mécanique de Newton et on va essayer de définir les outils qui nous permettent de décrire un mouvement. Et on va évidemment beaucoup parler de vecteurs. Alors, je commence avec justement on va commencer avec la définition de ce qu'on appelle le vecteur position. Et pour ça, il faut rappeler ce qu'il faut définir à chaque fois que vous avez à faire l'étude d'un mouvement. Alors, on commence. D'abord, il faut toujours définir ce qu'on appelle le système d'étude. Alors, le système d'étude, c'est l'objet, en général, qui va être en mouvement et qu'on veut étudier. Alors souvent, cet objet, donc ça peut être une balle, ça peut être un satellite, ça peut être un avion, enfin un peu ce que vous voulez, souvent on va assimiler ce système d'étude à un point matériel. Pourquoi ? Parce qu'il est facile d'étudier le mouvement d'un point, il est beaucoup plus difficile d'étudier le mouvement de tous les points d'un objet. Donc on va assimiler ce système à un point matériel. Bon, souvent c'est assez simple à définir le point qu'on va utiliser. Par exemple, si vous étudiez le mouvement d'une planète, en fait vous prenez le centre de la planète. Si vous étudiez le mouvement d'une balle, vous prenez le centre de la balle. Si vous étudiez le mouvement d'un marteau, alors là, on va définir ce qu'on appelle le centre d'inertie ou centre de gravité de l'objet. Alors, on va le définir cette année comme centre de masse. C'est comme ça qu'on va l'appeler. C'est-à-dire, ce sera un point où on pourrait concentrer la masse du système. D'accord ? Donc, on verra. Souvent, c'est ce point-là qu'on utilise. Et souvent, ce point, on le note. Alors là, j'ai marqué M, ça dépend. Mais souvent, le centre d'inertie ou le centre de masse, on va l'appeler grand G. Vous l'avez déjà sûrement vu. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit définir ? On doit définir ce qu'on appelle le référentiel d'étude. Et on doit toujours le faire. Donc, première chose, système. Ensuite, référentiel. C'est quoi le référentiel d'étude ? C'est un objet, d'accord, par rapport auquel on va se placer pour étudier le mouvement. Ce qu'on vous a dit en seconde, et c'est une bonne approximation, vous imaginez que vous vous trouvez au niveau de cet objet, au niveau de ce référentiel, et vous observez le mouvement depuis cette position. Alors attention, là j'approxime beaucoup parce qu'un référentiel, c'est un objet
mais avec 3 directions, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 directions qui vont nous permettre d'avoir un repère, et par rapport à ce repère, on va étudier le mouvement. Donc des exemples de référentiels, il y en a 3 évidemment qui sont à connaître, mais après il y en a plein, il y en a une infinité de référentiels possibles. Une salle de classe, alors un repère dans une salle de classe peut être un référentiel, un repère au niveau d'un arbre peut être un référentiel, le centre du soleil avec 3 directions différentes pour donner un repère peut être un référentiel, etc. etc. Un repère centré sur le centre d'inertie d'une voiture peut être un référentiel, etc. Alors, il y a 3 référentiels à connaître. D'abord, le référentiel terrestre. Alors, c'est quoi un référentiel terrestre? C'est un référentiel qui est lié au sol. Donc, n'importe quel objet fixe par rapport au sol terrestre pourra être considéré comme un référentiel terrestre. Pour quel type de mouvement on va utiliser le référentiel terrestre? Par exemple, si on veut étudier le mouvement d'une voiture, d'accord, à la surface de la Terre, le mouvement d'un avion, là aussi on pourra considérer par rapport à un référentiel terrestre, une tour de contrôle par exemple, quel est le mouvement d'un avion. Pareil, si je veux étudier le mouvement d'une mouche, c'est n'importe quoi, mais pourquoi pas. Le mouvement d'une balle à la surface de la Terre qu'on est en train de lancer, etc. etc. C'est très souvent ce référentiel qui va évidemment être choisi par nous pour étudier des mouvements à la surface de la Terre. Et voilà un exemple, le référentiel terrestre. Voilà un repère. Vous avez un centre ici, donc ce serait notre référentiel terrestre, ici sur le continent africain par exemple. Vous avez, à partir de ce point, on définit un plan, donc avec un repère, donc les 2 axes seraient perpendiculaires, et vous avez 3 dimensions, c'est-à-dire que vous avez un 3e axe perpendiculaire aux 2 autres, qui va définir ce qu'on appelle un référentiel terrestre. D'accord ? Ce référentiel terrestre, puisque la Terre tourne évidemment sur elle-même, ce référentiel terrestre tourne en même temps que la Terre. Donc attention, ce référentiel terrestre est en mouvement par rapport à l'axe de rotation de la Terre sur elle-même. Deuxième référentiel très important à connaître, donc à part le référentiel terrestre, c'est le référentiel géocentrique. Alors celui-ci, il est lié au centre de la Terre. Alors vous avez ici le schéma. C'est-à-dire que le référentiel géocentrique, il est centré sur la Terre, d'accord, sur le centre de la Terre, et il y a un repère qui est défini avec 3 axes, donc c'est toujours des repères orthonormés avec 3 dimensions, et ces 3 axes sont dirigés vers 3 étoiles très lointaines qu'on considère, de notre point de vue, comme fixes, d'accord. Et ce référentiel géocentrique, lui, il va tourner autour du Soleil, forcément, puisque la Terre tourne autour du Soleil. Alors, pour quel type de mouvement on va définir ce référentiel-là? Par exemple, pour le mouvement d'un satellite autour de la Terre. Donc, ce sera pour un satellite qui tourne autour de la Terre, qu'il soit naturel ou artificiel, on utilisera ce référentiel géocentrique. Okay ? Parce que là, on ne tient pas compte de la rotation de la Terre sur elle-même. Par contre, attention, le référentiel géocentrique tourne autour du Soleil. Le dernier, alors très important aussi, c'est le référentiel héliocentrique, comme son nom l'indique, centré sur Hélios. Hélios, ça veut dire soleil. Géo, ça voulait dire terre, je ne l'ai pas dit. Héliocentrique, donc centré sur le centre du soleil. Voilà le schéma que vous avez ici. Le référentiel héliocentrique, donc centré ici sur le centre du soleil, avec 3 axes, donc pour définir un repère orthonormé, qui sont dirigés vers 3 étoiles considérées comme fixes. D'accord, lointaine évidemment, très lointaine. Et pour quel type de système définirons-nous ce référentiel-là? Pour évidemment les mouvements des planètes, alors pas n'importe lesquels, c'est pour les mouvements des planètes du système solaire autour du Soleil, bien sûr. Donc mouvement d'une planète du système solaire, on pourra utiliser ce référentiel héliocentrique. Alors, dans les descriptions, vous voyez un terme qu'on va définir un petit peu plus tard, c'est le terme galiléen. Donc, référentiel galiléen, qu'est-ce que ça veut dire? On verra ça dans la suite du chapitre. Donc, on définit le système, on définit le référentiel d'étude, terrestre, géocentrique, héliocentrique ou autre. C'est-à-dire que si ce n'est pas un de ces 3-là, vous définissez. Si par exemple, c'est une voiture en mouvement, le référentiel, ce sera ça le référentiel que vous avez choisi. Ensuite, qu'est-ce qu'on définit? On définit un repère d'espace. Alors, on vient d'en parler avec le référentiel, mais
Pour étudier votre mouvement, il va falloir définir un repère d'espace, souvent cartésien. Alors nous, ce sera le cas. On verra un autre type de repère dans le chapitre, mais souvent cartésien, avec une origine et 3 axes. Un axe au X, un axe au Y, un axe au Z, qui sont à qui en fait on attribue ce qu'on appelle des vecteurs unitaires, le vecteur I pour l'axe au X, le vecteur J pour l'axe au Y et le vecteur K pour l'axe au Z. On ne veut pas que je surligne, mais c'est pas très grave. Ces vecteurs unitaires, pourquoi on les appelle unitaires? Parce qu'en fait ce sont de petits vecteurs qui ont, donc par exemple si je définis un repère cartésien avec un axe au X, j'aurai un vecteur unitaire défini à partir de O, un petit vecteur unitaire qui nous donne la direction et le sens de l'axe OX. Ce petit vecteur unitaire par convention s'appelle I avec une flèche et la norme de I, d'accord, vaut 1. Ça veut dire que c'est un vecteur unitaire qui ne va nous servir qu'à avoir la direction et le sens. Donc vous avez vu ça l'année dernière en première, cette notion de vecteur unitaire, quand vous avez fait la force d'interaction gravitationnelle. Vous avez déterminé la relation vectorielle qui nous donnait cette force et vous aviez défini un petit vecteur U. UAB, U, je sais, enfin ça dépend après la notation, mais c'était un vecteur unitaire qui ne servait qu'à nous donner le sens et la direction de l'axe en fait. Le vecteur nous donnait ça. Alors ensuite, on va évidemment définir un petit peu mieux ensuite les repères en fonction de ce dont on a besoin. On définit aussi le repère de temps. Alors c'est quoi le repère de temps? C'est que quand on étudie un mouvement, on va fixer un t égale 0, c'est-à-dire un moment où le mouvement va débuter. Ce t égale 0 sera l'origine des dates. Donc on définit évidemment ce qu'on appelle un repère de temps. Alors ensuite, dans cette histoire de repères, là, donc par exemple, vous avez un exemple ici de salle, de billard, où vous pouvez définir plein de repères. Ça dépend ce que vous voulez faire. Donc on a un repère ici, par exemple celui-là qui est fixé sur la table de billard, O, X1, Y1, Z1. Donc par exemple là, je pourrais choisir ce repère-là si je veux étudier le mouvement d'une balle de billard, d'accord, la boule rouge par exemple, je pourrais me placer dans ce repère-là, c'est pas mal. Si par contre, je veux étudier le mouvement d'une mouche, donc le mouvement, voilà, la mouche, elle fait n'importe quoi, et je pourrais très bien prendre comme repère le repère qui est fixé sur les axes de la salle, c'est-à-dire O2, X2, Y2, Z2. D'accord? Je pourrais faire ça. On peut en choisir plein d'autres, évidemment, le O3, X3, Y3, Z3. Le tout est de choisir en fonction du système que vous avez choisi et du mouvement de ce système. Et donc, une fois que vous avez choisi votre repère, que vous avez choisi le point qui est votre système, donc le point M par exemple, vous allez pouvoir définir les coordonnées de votre point système dans le repère que vous avez choisi. Et ce sera quoi ces coordonnées? X, Y et Z. Alors si par exemple je prends la boule de billard là, la rouge, si je la mets en mouvement, sa position, donc imaginez, je la mets en mouvement, hop, donc elle est là au départ, ensuite elle va aller là, 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 puis elle va rebondir, puis elle va repartir. D'accord? Voilà. Donc ici, j'ai par exemple les différentes positions de ma boule de billard au cours du temps. Dans ce repère-là, O1, X1, Y1, Z1, ici, j'aurai 3 coordonnées. La coordonnée, la première, X, Y et Z. Qu'est-ce qu'on voit quelques instants plus tard? Elle se trouve ailleurs. Donc les coordonnées vont être différentes. Pareil si je continue, encore différentes, etc. Donc forcément, ces coordonnées vont changer en fonction du temps si le système bouge. D'accord? S'il est immobile, évidemment, ça ne change pas. Donc en général, on donnera ces coordonnées en fonction du temps. D'accord? C'est-à-dire que ces coordonnées vont varier en fonction du temps. On parle d'équation horaire du mouvement. Horaire parce que ces coordonnées dépendent du temps. Alors pour l'instant, ça vous paraît sûrement très abstrait. Vous allez voir qu'on va évidemment faire des exemples qui vont peut-être vous faire comprendre un petit peu mieux les choses. Donc ces équations-là, les coordonnées du point M qui varient en fonction du temps, donc on va exprimer en fonction du temps, s'appellent, et ça c'est très important, les équations horaires du mouvement. Alors, première chose qu'on va définir, c'est le vecteur
position. Ah bah justement, le vecteur position qu'on appelle OM. M étant le point caractérisant notre système. D'accord ? O, c'est l'origine du repère que vous avez choisi. Alors, dans le cas général, on a un repère avec 3 axes. Donc l'axe OX, l'axe OY, l'axe OZ. Et 3 petits vecteurs unitaires, le vecteur I pour l'axe OX, le vecteur J pour l'axe OY et le vecteur K pour l'axe OZ. Ce sont toujours ces 3 vecteurs unitaires pour ces 3 axes. C'est toujours la même convention. L'origine du repère, bah, c'est O, évidemment, hein, que vous avez ici. Alors, on imagine une mouche. Cette mouche, elle va être dans les airs, d'accord, et elle va avoir une trajectoire complètement aléatoire, on est d'accord, mais voilà par exemple la trajectoire de la mouche. Si je modélise la mouche, enfin, si je prends un seul point de la mouche, le point A, bah évidemment, donc nous de manière générale c'est le point M, mais là je l'appelle le point A, mais on s'en fiche, hein, c'est pareil. Voilà les différentes positions de la mouche au cours du temps. Bah, chaque position va avoir des coordonnées X, Y et Z à chaque fois. Pour avoir la coordonnée X, ici on est à 3 dimensions, je projette sur le plan qui contient un OX, OY, d'accord, et ensuite, donc j'arrive ici, et ensuite je projette pour avoir la coordonnée X et pour avoir la coordonnée Y. Donc évidemment ici c'est perpendiculaire, hein. Là c'est dessiné à 3 dimensions, hein, mais pour avoir les coordonnées. Et pour avoir la coordonnée sur Z, donc l'altitude, hein, en général, je projette sur l'axe OZ perpendiculairement et j'obtiens la coordonnée Z. Bah évidemment, au cours de son mouvement, les coordonnées de cette mouche, donc du point A ici, vont varier. Donc c'est pour ça qu'on note X de t, Y de t, Z de t. On définit ce qu'on appelle le vecteur position. Donc ici, par rapport à ma mouche, le vecteur position, ce serait O, donc toujours par rapport à l'origine du repère, A. Et c'est un vecteur. Donc je rappelle qu'un vecteur est représenté par un segment fléché. Donc il a une direction donnée par cette droite, un sens donné par la flèche, et il a une valeur, la valeur du vecteur ou norme du vecteur, qui serait la taille de ce vecteur OA. Alors, dans un repère cartésien, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si le vecteur, si le point M, pardon, donc qui nous intéresse, donc ici le point M, ici c'est le point A, mais c'est exactement la même chose, si ce point M a les coordonnées X, qui varient avec le temps, Y, qui varie avec le temps, et Z, qui varie avec le temps, on peut exprimer le vecteur position en fonction des vecteurs unitaires I, J et K. Alors, comment on l'exprime ? Bah, ça, il faut le savoir. Ce sera la coordonnée du point M sur la coordonnée X, donc qui varie avec le temps, fois le vecteur unitaire I, plus la coordonnée Y, fois le vecteur unitaire J, plus la coordonnée Z, fois le vecteur unitaire K. Donc voilà comment exprimer le vecteur position OM en fonction. Alors forcément, hein, si on a un vecteur à gauche, il faut un vecteur à droite. Et ici, on a bien x fois i vecteur, c'est un vecteur, plus un autre vecteur, plus un autre vecteur. D'accord ? X, ce n'est pas un vecteur, c'est ce qu'on appelle un scalaire, donc c'est un nombre, ce sera un nombre. Y aussi, Z aussi. Par contre, I, J et K sont des vecteurs unitaires. Donc on a bien un vecteur à gauche, un vecteur à droite. Donc ensuite, autre manière de représenter les coordonnées donc du vecteur position. Donc soit vous écrivez le vecteur OM, vous écrivez la relation vectorielle, donc comme ici. Soit vous écrivez ces coordonnées, donc les coordonnées du vecteur OM, sous cette forme-là avec une grande parenthèse et les 3 coordonnées, X de t, Y de t, Z de t. Alors d'où ça vient ? Pourquoi c'est ça ? Pourquoi du coup c'est égal aux coordonnées du point M ? Parce que vous avez vu en maths que pour avoir les coordonnées d'un vecteur, donc du vecteur OM, sa coordonnée sur X, c'est X du point M, donc du deuxième point, moins X du premier point, donc X du point O. Pour Y, bah c'est Y du deuxième point, moins Y du premier point. Et pour la dernière coordonnée, c'est pareil, Z du point M, moins Z du point O. Or, bah, X du point O, donc le point O, il est là, bah, ses coordonnées, c'est 0, 0, 0. Donc du coup, x0, ça fait 0, donc il nous reste xm. y0, ça fait 0, donc il nous reste ym. Et z0, ça fait 0, donc il nous reste zm. Et donc voilà pour les coordonnées du vecteur position. C'est pour ça que ça revient
aux coordonnées du point M, X, Y et Z. Donc à retenir, comment on écrit les coordonnées du vecteur position et comment on écrit la relation vectorielle avec les petits vecteurs unitaires. Alors attention, une remarque de très importante, un vecteur c'est équivalent à 3 nombres, c'est-à-dire une direction, un sens et une valeur. Donc quelque chose que vous ne devez jamais écrire, c'est qu'un vecteur égale un non-vecteur. C'est-à-dire que si vous avez un vecteur à gauche, c'est ce que je vous disais, vous devez avoir un vecteur à droite. Donc vous n'avez pas le droit d'écrire U avec la flèche, donc vecteur égale U sans la flèche. Ça, c'est pas possible. Ce qui est possible, c'est ça. C'est-à-dire que la norme du vecteur U, on va l'écrire U tout court. Ça, d'accord. Par contre, un vecteur à gauche, ça donnera un vecteur à droite. Donc vous aurez peut-être le droit d'écrire que le vecteur U, c'est U fois le vecteur I. Là, on est d'accord. Ça donnera, donc le vecteur U dans ce cas-là, aura la même direction que le vecteur I, le même sens que le vecteur I, et au niveau de la valeur de U, donc la norme de U, ce sera la norme de I, mais la norme de I, c'est 0 fois U. Alors si U est positif, de toute façon, là ici, c'est toujours quelque chose de positif au niveau des valeurs. Donc on aurait ça. OK ? Alors, un petit exemple. Où se trouve le centre d'inertie M d'un système à t égale 0 si les équations horaires sont. Donc si on pouvait savoir que pour ce point M, on a x en fonction du temps qui donne cette fonction-là, donc 2t carré plus 3t plus 8. Y de t, c'est 5t plus 3 et z de t, c'est 8. Ça veut dire qu'on arrive à connaître les fonctions du temps pour les coordonnées du point M. Donc attention, j'attire votre attention, en mathématiques, la variable que vous utilisez, c'est x. D'accord ? C'est x qui varie et on parle de fonction de x. En physique, la variable, ce sera toujours le temps. Donc ce sera t et on parlera de fonction de t. Et ici, attention, parce que x est une fonction. C'est la coordonnée sur l'axe x de notre point et c'est une fonction du temps. D'accord ? Y est une fonction du temps et z est une fonction du temps. Attention au vocabulaire et à bien comprendre que ici, t, c'est notre variable et ça varie. Donc nous, on veut les coordonnées du point M à t égale 0. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Il faut qu'on calcule x quand t égale 0. Donc on va remplacer t par 0. Ça fait 2 fois 0 au carré plus 3 fois 0 plus 8. Alors ça fait quoi ? Ça fait 2 fois 0, 0, plus 3 fois 0, 0. Il nous reste 8. Pour la coordonnée sur l'axe OY à t égale 0, pareil, on remplace t par 0. 5 fois 0 plus 3. Ça nous fait 3. D'accord ? Puisque 5 fois 0, 0. Et la coordonnée sur l'axe OZ à t égale 0, c'est 8. Là, ça ne change pas, puisque la coordonnée sur Z est une constante. Donc, on aurait pour notre point M à t égale 0, les coordonnées 8, 3, 8. Donc, si on a un repère, on peut placer la position du point M à t égale 0. D'accord ? Au passage, on remarque que pour ce mouvement-là, la coordonnée sur l'axe OZ ne varie pas. Donc, ça veut dire qu'on on sera toujours à la même altitude pour le mouvement. Il n'y aura que X et Y qui changent. D'accord ? Donc, en fait, on sera sur un plan qui sera à l'altitude. Donc, voilà, par exemple ici, on aurait Z égale 8. On serait dans le plan comme ça. Hop, le mouvement se ferait, c'est pas très beau ce que je fais, mais le mouvement se ferait dans ce plan-là. Ok ? Donc, ce serait un mouvement plan qui aurait lieu à une altitude Z égale 8 dans notre repère. Voilà. Alors, on continue avec le vecteur vitesse. Alors, on va passer maintenant au vecteur vitesse. Alors d'abord, un gros attention par rapport aux notations qu'on va continuer à utiliser, qu'on va utiliser par la suite, puisqu'en mathématiques et en physique, c'est pas tout à fait la même notation qu'on va utiliser pour les dérivés de fonctions. Alors, en mathématiques, lorsqu'on a une fonction f, elle est définie en fonction d'une variable que vous appelez x. Et la fonction se note f de x. Voilà comment on note ça. Alors nous, c'est pareil en physique, sauf que la fonction f, nous, a un symbole, a une notation. Donc par exemple, ça sera v, d'accord, de quelque chose. Et nous,
la variable en physique, c'est pas x, mais le temps. Donc nous, ce sera v de t, par exemple. D'accord? Ou x, hop, ou x de t, ou y de t, ou j'en passe. D'accord? Deuxième chose, c'est qu'en mathématiques, quand vous dérivez une fonction, donc quand vous la dérivez, hop, la dérivée va s'écrire f' de x. D'accord? Ça veut dire dérivée de la fonction f par rapport à x. Ok? En physique, ça ne s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit dérivée par rapport à x. Donc ça veut dire dérivée. On ne sépare pas les deux, hein, c'est d sur dx. Ça veut dire dérivée par rapport à x de la fonction f de x. Ça veut dire f' de x. Mais ça, c'est la notation en physique. Ça, c'est la notation en maths. Alors nous, si par exemple, on a une fonction du temps, puisque nous, la variable c'est t, et que cette fonction c'est v de t, si vous dérivez en mathématiques, on pourrait écrire v' de t, par exemple. D'accord? Eh bien non, en physique, on n'écrit pas ça. On écrit d sur dt. Ça veut dire dérivée par rapport au temps. Et la dérivée de quoi? De v de t. D'accord? Donc v' de t, ce qu'on écrirait en maths, en physique, ça devient d de v de t sur dt. Autre chose, on peut dériver des vecteurs. D'accord? Donc si par exemple, on a le vecteur p avec une flèche de t, il a deux coordonnées. Et oui, il a la coordonnée P sur l'axe, il peut en avoir trois, hein, bien sûr. Il a des coordonnées. Donc P sur l'axe X, donc c'est la coordonnée sur l'axe X de ce vecteur P, Px de t, et sa coordonnée sur l'axe Y, Py en fonction du temps. Ok? Eh bien, si je prends le vecteur dérivé de ce vecteur P, qui s'écrirait d sur dt de P de t, donc voilà la fonction que je dérive, qui est un vecteur, donc il ne faut pas que ça vous dérange, et bien ce vecteur aura lui aussi des coordonnées, et ces coordonnées, ce sera les dérivés des deux coordonnées du vecteur que l'on dérive. D'accord? Donc ces coordonnées, ce sera la dérivée par rapport au temps de la coordonnée sur x du vecteur p, et la dérivée par rapport au temps de la coordonnée sur y du vecteur p. D'accord? Alors, attention, je le dis déjà, on va s'en servir évidemment après, mais c'est très très important pour bien comprendre la suite. Alors, après le vecteur position OM, on s'intéresse au vecteur vitesse. Alors, pour ça, deux petites activités déjà d'introduction pour essayer de se rappeler un petit peu des choses sur le vecteur vitesse. Et ensuite, on passera à la définition du vecteur vitesse et de ses coordonnées. Alors, première activité, on va essayer de faire le lien entre la vitesse et la position d'un système dans le cas particulier où on a une seule coordonnée. Alors, l'exemple que je vous propose, c'est... Alors bien sûr, vous pouvez faire l'activité, mettre pause, faire l'activité tout seul et ensuite regarder. Donc on prend un métro parisien qui a un trajet rectiligne. Donc ça veut dire que hop, le métro, il est là et c'est rectiligne. Au départ, il est là et ensuite, il va avancer de manière rectiligne et on va pouvoir repérer l'abscisse. Donc ça va être que sur l'axe X que ça se passe, l'abscisse X du métro au cours du temps. Donc on s'intéresse à ce trajet entre deux stations, la Sorbonne et Odéon. Pour repérer la position du métro, une seule coordonnée, donc x de t suffit. On est dans le cas particulier où il n'y a pas d'autres axes, ni au y ni au z, il n'y a pas de coordonnées sur ces axes. Ici, du coup, x, donc il va être l'abscisse en fait du métro, et la distance parcourue par le métro. On nous représente ici l'évolution de x en fonction du temps, donc de cette distance parcourue par le métro en fonction du temps. Que se passe-t-il pour le métro entre les instants T4, donc on est ici, et T5? Alors, on s'aperçoit que l'abscisse est la même, d'accord? Donc l'abscisse ne change pas, donc ça veut dire que le métro ne bouge pas à cet endroit-là. Donc ça veut dire que le métro est immobile entre T4 et T5, d'accord? Ensuite, entre quels instants le métro se déplace-t-il avec la vitesse la plus élevée? Alors, qui dit vitesse dit distance parcourue sur une durée. Okay? Donc, la vitesse sera la plus grande quand la distance parcourue sera la plus grande sur un temps le plus court possible. Okay? Alors, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'ici, x augmente doucement. Ici, ça augmente très fortement. Ensuite, ça commence à augmenter. Ça augmente toujours, mais faiblement. D'accord? Ensuite, ça bouge plus.
et ensuite ça commence à réaugmenter doucement. Donc on voit ici que c'est entre quels instants où la distance parcourue va être le plus grande sur un temps le plus court possible, c'est-à-dire là où la distance va augmenter le plus, c'est entre T1 et T2. Alors comment on peut le voir graphiquement? Alors on regarde, on voit que c'est là où ça augmente le plus fort. On peut dire ça comme ça. Et bien on peut représenter ça par, si je dessine la pente des tangentes à la courbe. C'est-à-dire que si ici par exemple, il ne veut pas peut-être faire autrement. Non. Voilà. Donc je dessine une première tangente. D'accord? Là, la tangente, elle est comme ça. J'en dessine une deuxième. Donc j'en prends une autre. Par exemple ici, la tangente, elle sera comment? Elle sera comme ça. Vous voyez? Donc là, la pente de la tangente augmente. Une autre. Donc ici, elle sera comment la pente de la tangente? Donc si je dessine la tangente, la voilà, d'accord? Encore une dernière. Ici, alors ça donnera quoi pour la tangente à cet endroit-là? Hop, on aura quelque chose comme ça, d'accord? Comme ça, puisque là, voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit sur la pente de la tangente? Ici, donc la pente de la tangente, c'est le coefficient directeur de la droite qui représente la tangente ici. Donc du coup, on voit que là, la pente, elle a une certaine valeur. Ici, une plus grande valeur. Ensuite, cette pente diminue. Ensuite, cette pente est nulle. D'accord? Puis ensuite, hop, elle réaugmente, elle réaugmente. D'accord? Donc, on s'aperçoit qu'entre T1 et T2, c'est là où la pente de la tangente à la courbe va être la plus importante. Et on voit, en fait, c'est intuitif, c'est qu'on voit que c'est là où ça va augmenter le plus fort. La distance va augmenter le plus fort et le plus vite aussi. Donc, du coup, on peut représenter ça, regarder ça graphiquement en regardant la pente de la tangente. Alors, entre ces deux instants, T1 et T2 toujours, la vitesse est-elle constante? On s'aperçoit que j'ai pu représenter, regardez, je vais le faire, T1, T2, j'ai représenté la tangente. Il se trouve que la tangente, en fait, elle se superpose à la courbe entre T1 et T2. Donc, que c'est une droite. C'est-à-dire que la distance x en fonction du temps est une droite. Donc, si x en fonction du temps est une droite, ça veut dire que la vitesse... Hop, j'arrive... S'il veut bien. Non, il ne veut pas. Bon, on a x égale f de t, qui est une droite. Oh là là. J'ai un petit problème avec mon truc. Voilà. Donc, qui est une droite. Donc, du coup, ça veut dire que la vitesse est constante. Donc j'augmente toujours, ma distance augmente toujours de la même quantité quand j'augmente de la même durée. En fait, quand il s'écoule la même durée, par exemple ici, voilà, cette durée s'écoule, j'augmente ma distance de cette quantité-là. Si j'augmente encore de la même durée, j'augmenterai de la même distance, puisqu'ici j'ai une droite, donc j'ai ici en fait la définition du coefficient directeur, si vous voulez, et donc du coup j'ai exactement la même chose à chaque fois. Donc la vitesse sera constante entre T1 et T2. Ensuite, pourquoi elle est constante? Parce qu'on a une droite, d'accord? Donc parce que la distance en fonction du temps, ici, si vous tracez la distance en fonction du temps, ça vous donne une droite. Comment calculer alors la vitesse du métro entre T1 et T2? Alors, il nous faut la distance parcourue et la durée du parcours. Donc là, vous pouvez représenter, donc on est en T2. Donc on peut trouver l'abscisse qui va être x2. Donc on va représenter, je vais essayer de le faire bien, des pointillés. Donc voilà, ici on va avoir l'abscisse x2. Je fais pareil. Hop, pour x1, donc je projette. Voilà. Donc j'aurai ici l'abscisse
x2 et ici l'abscisse x1. Donc entre T1 et T2, la distance parcourue c'est x2 moins x1. Donc c'est évidemment cette distance-là. Et la durée du parcours, bah, c'est T2 moins T1. Il s'est écoulé T2 moins T1. Donc pour avoir la vitesse entre T1 et T2, donc j'aurai V entre T1 et T2 qui serait égal à la distance parcourue x2 moins x1 sur T2 moins T1. D'accord? Donc ça c'est une valeur pour calculer cette valeur-là qui est constante, hein, il n'y a pas de souci. Ça reviendrait à calculer le coefficient directeur de la droite. Alors ensuite, entre T2 et T4. Donc entre T2 et T4, on est là. Donc entre T2 et T4, ici, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la vitesse est constante? Alors, on voit qu'on n'a pas une droite, hein, d'accord? Donc, la vitesse n'est pas constante. La distance augmente, mais plus faiblement et de plus en plus faiblement, hein, d'accord? De moins en moins fortement, elle augmente. On voit que la pente de la tangente va diminuer ici. Donc, la vitesse n'est pas constante. Quel calcul on pourrait faire pour avoir une estimation de la vitesse instantanée au point 3, c'est-à-dire quand on est à l'instant T3. Alors, vous avez vu ça, pour avoir la vitesse instantanée en un instant donné, donc je suis ici. Comment on fait? On prend la position juste avant et la position juste après. Donc nous ici, ce serait la position à l'instant T2 et la position à l'instant T4. Et qu'est-ce qu'on fait? Pour avoir une valeur approchée, on prend la distance parcourue entre T2 et T4 et on divise par la durée qui s'est écoulée, le temps qui s'est écoulé entre T2 et T4. Ça nous donne une valeur approchée de la vitesse que le système aura à l'instant T3, donc entre les deux. Donc ça, c'est pour avoir la vitesse instantanée. Comment on peut écrire ça? V à l'instant T3, donc V3, ce serait la distance parcourue entre le point d'après, donc x4, moins le point d'avant, x2, divisé par la durée qui s'est écoulée entre les deux, donc T4 moins T2. Donc attention, c'est environ égal, puisque c'est une approximation, hein, ce serait l'approximation de la valeur instantanée entre les deux. Cette estimation sera-t-elle meilleure si on choisit des instants T2 et T4 très proches de T3? Évidemment, c'est-à-dire que si on prend un écart entre le point d'avant et le point d'après qui se réduit et qui est de plus en plus proche du point qui nous intéresse, on va évidemment avoir quelque chose de plus en plus précis. D'accord? Donc si on fait tendre, si l'écart entre T4 et T2 tend vers 0, alors je vais l'appeler delta T, donc T4 moins T2, c'est une variation de temps, je vais l'appeler delta T. Si ce delta T tend vers 0, ça veut dire qu'on se rapproche évidemment du point T3, l'estimation sera évidemment meilleure. Donc on aura une meilleure estimation puisqu'on sera très très proche du point qui nous intéresse. En utilisant une notion vue en mathématiques, je l'espère, proposer une relation entre la vitesse instantanée du métro et son abscisse x. Si on regarde ce qu'on a écrit ici, on a écrit que V3 c'est x4 moins x2 sur T4 moins T2. Si je prends la limite quand delta T tend vers 0, c'est-à-dire mon T4 moins T2 tend vers 0, de x4 moins x2 sur T4 moins T2, c'est-à-dire delta T, ce sera la limite quand delta T tend vers 0, de quoi? De delta x, parce que delta x c'est une variation d'abscisse, donc x d'après moins x d'avant, sur delta T. D'accord? Il se trouve que ça, c'est la définition mathématique de la dérivée de x par rapport au temps. D'accord? Donc c'est une définition mathématique. Normalement, vous l'avez vu en première, c'est la définition de la dérivée. Donc ça veut dire qu'une relation qu'on pourrait proposer pour la vitesse instantanée, ce serait la dérivée. Ici, on n'est que sur une dimension, hein, puisque là, c'est uniquement sur l'axe x. Ça serait dx sur dt, c'est-à-dire la dérivée de x, de la fonction x, donc de l'abscisse ici, par rapport au temps. Donc, définition de la vitesse. Et ça
on vient d'expliquer un petit peu pourquoi on pourrait dire ça. Ok ? Alors, compléter l'allure du graphique représentant l'évolution temporelle de la vitesse. Alors, c'était ça. Donc, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que la vitesse entre 0 et T1, on voit que la pente augmente. Donc, ça veut dire que la vitesse, elle augmente. D'accord ? Entre T1 et T2, on sait que la vitesse est constante. Ok ? Ensuite, entre T2 et T3, donc la vitesse, là, qu'est-ce que vous voyez qu'elle fait ? Le coefficient directeur, donc x augmente, mais le coefficient directeur diminue. C'est-à-dire que là, la vitesse diminue petit à petit pour arriver en T4 à 0, puisque là, l'abscisse ne bouge plus. Donc ça diminue comme ça, hop, jusqu'en T4. D'accord ? De T4 à T5, la vitesse est nulle puisque le métro ne bouge pas. D'accord ? Et ensuite, si vous représentez la tangente, vous voyez que hop, là, la pente de la tangente va augmenter. Donc là, la vitesse, tac, et puis on ne sait pas, va augmenter. Ok ? Donc ce serait ça à peu près, l'allure de la vitesse en fonction du temps. Donc quand le métro ne bouge pas, la vitesse est nulle. Quand la vitesse est constante, évidemment, entre T1 et T2, on a ça. Et le reste du temps, donc soit elle augmente, soit elle diminue. Par contre, ce qui serait très intéressant pour vous de retenir, c'est que sur une courbe représentant la distance parcourue, donc ici l'abscisse par rapport au temps, la vitesse, vous pouvez dessiner les tangentes à la courbe au cours du temps et regarder la pente de cette tangente. Si la pente de la tangente augmente, c'est que la vitesse augmente. Si la pente de la tangente diminue, c'est que la vitesse diminue. Si la pente de la tangente est nulle, la vitesse est nulle. Et alors, d'ailleurs, dernière petite chose au niveau mathématique, c'est quoi la dérivée ? D'accord ? La dérivée, c'est ça, la définition mathématique, mais c'est également une autre définition, c'est que ça représente la pente de la tangente à la courbe. Alors, quelle courbe ici ? Si c'est la dérivée de x par rapport au temps, c'est la courbe x en fonction du temps. D'accord ? Donc, c'est la pente de la tangente. À retenir, parce que ça peut, on s'en sert aussi en chimie, de cette pente de la tangente, donc pour définir ce qu'on appelle la dérivée. Alors, on continue. Activité numéro 2. On va généraliser sur justement le vecteur vitesse. Alors, ce que vous avez déjà vu, c'est que le vecteur vitesse V d'un objet, il a donc 3 caractéristiques, direction, sens et norme. Sa direction, c'est que c'est le vecteur qui est tangent à la trajectoire au point considéré. Donc si on veut la vitesse au point M, c'est la direction du vecteur vitesse, c'est la tangente à la trajectoire au point M. Ensuite, il est dirigé dans le sens du mouvement. Donc ça, c'est assez facile de le savoir. Et la norme, c'est la vitesse instantanée que vous avez calculée pour ce vecteur vitesse-là. Alors, on vous demande, pour les enregistrements ci-contre, qualifier les mouvements. Alors, qualifier les mouvements, ça veut dire on a affaire à quoi ? Mouvement rectiligne, mouvement circulaire, mouvement nanani. Et vous devez dire si, au niveau de la vitesse, si la vitesse est constante, si elle augmente, si elle diminue. Donc, il faut toujours donner 2 adjectifs pour les mouvements. Un adjectif qui qualifie la trajectoire et un adjectif qui qualifie la vitesse. Si elle augmente, si elle diminue, si elle est constante ou si c'est quelconque. D'accord ? Donc, on va qualifier ces mouvements-là. Et ensuite, on va tracer 2 vecteurs vitesse sans souci d'échelle, c'est-à-dire qu'on s'en fiche de la taille. Et on va préciser comment varie le vecteur vitesse. Alors, on y va. Déjà, le premier mouvement, c'est quoi ? L'enregistrement A. On voit que les différentes positions sont équidistantes. Donc, la distance parcourue en fonction du temps est toujours la même, puisqu'il faut vous souvenir, chaque position est prise à intervalle de temps régulier. En général, l'intervalle de temps entre 2 points, on l'appelle taux, et on vous le donne si vous en avez besoin. Donc ici, on voit que la distance parcourue au cours du temps est toujours la même. Donc on a affaire à un mouvement qui est rectiligne, puisque la trajectoire est une droite. Donc ce sera un mouvement rectiligne. Et la vitesse va être constante, puisque la distance parcourue est toujours la même. On parle de mouvement rectiligne uniforme. D'accord ? Ensuite, l'enregistrement B. Alors, on voit que la distance parcourue au cours du temps augmente progressivement. La trajectoire est toujours rectiligne, donc on parle de mouvement rectiligne accéléré, puisque la vitesse augmente, puisque la distance augmente au fur et à mesure. Pour le dernier, on voit qu'on a une trajectoire circulaire, donc on aura un mouvement circulaire, et on voit que la distance parcourue
semble sensiblement la même au cours du temps. Donc on aura affaire à un mouvement circulaire uniforme. D'accord ? Ensuite, on va représenter des vecteurs vitesse. Alors, deux vecteurs vitesse en tenant compte des caractéristiques du vecteur vitesse. Alors, le vecteur, on va le représenter en ce point-là par exemple et en ce point-là. Ici, on a une trajectoire rectiligne. Donc, la tangente à la trajectoire, c'est la direction évidemment de la droite. Ensuite, le sens, on part de là pour arriver à là. Donc, on est à 0, position 1, position 2, position 3. Donc, le sens du mouvement comme ça. Bon, ce sera pareil pour lui, d'accord ? Et là, on définira le sens du mouvement comme ceci. Donc, le vecteur vitesse, direction tangente à la trajectoire, sens celui du mouvement. Donc, on aura un premier vecteur vitesse V1 ici, et 4, 5, 6, V6. Donc là, c'est constant, c'est uniforme, donc la vitesse est constante. Donc, du coup, on aura le même vecteur avec la même direction, le même sens et la même valeur ici pour V6. Ensuite, pour le deuxième, alors, direction tangente à la trajectoire. Donc, si je représente en 0, 1, 2, tiens, la position 2. Direction tangente à la trajectoire, le sens, celui du mouvement. Et on n'a pas de souci d'échelle, d'accord ? Et si je veux le représenter aussi ici, donc on est en position 3, 4, 5, 6 également. Direction tangente à la trajectoire, donc c'est bon. Ensuite, le sens, celui du mouvement. Mais vous voyez que je prends une norme plus grande. Pourquoi ? Puisque la vitesse augmente, j'ai un mouvement accéléré. D'accord ? Donc on aurait V6. Ensuite, attention, mouvement circulaire. Donc je vais, on va dire que là c'est 0, 1, 2. Donc je vais représenter le vecteur vitesse en position 1. Alors, la direction, c'est tangente à la trajectoire. Alors, je vous donne une petite indication pour un cercle. Quand vous voulez représenter la tangente à un cercle, vous pouvez représenter ce qu'on appelle la corde entre le point d'avant et le point d'après. Donc ici, c'est là. Je vais la représenter en pointillé pour que ça soit un petit peu mieux. Voilà. Donc, vous représentez la corde. Et la tangente, c'est la droite parallèle à cette corde qui passe par la position que vous souhaitez utiliser. Hop. Il veut bien ou pas ? Oui, voilà. Et donc, voilà la tangente. La tangente au cercle. Hop. Donc, je vais juste remodifier. Voilà. Hop. On est bon. Donc, voici la tangente. Ensuite, le sens, c'est celui du mouvement. Donc là, on a dessiné avec une flèche. Donc voilà, hop, le sens du mouvement. Et donc ça, ce sera votre vecteur V1. On fait exactement pareil pour, si je veux représenter le vecteur dans une autre position. Donc on prend la corde. Donc si par exemple, je veux le représenter entre là et le point d'après. Voilà, donc voilà la corde. Et on va représenter du coup la tangente. Hop. La voilà. Et ben, on va s'en sortir. Et voilà. Donc voilà la tangente. Du coup, pour votre deuxième vecteur vitesse, voilà le sens du mouvement. Et ici, on aurait donc 1, 2, 3, 4. On est en position 5. Donc le vecteur V5. Voilà. Donc attention au niveau d'un cercle, on représente bien direction tangente à la trajectoire, le sens celui du mouvement. Et au niveau de la norme ici, j'en ai pas parlé, c'est un mouvement circulaire uniforme. Donc on représenterait V1 avec la même taille que V5. D'accord ? Donc vous pouvez représenter comme ça plein de vecteurs instantanés. Alors précisez comment varie le vecteur vitesse. Alors dans le mouvement A, l'enregistrement A, mouvement rectiligne uniforme. Ça veut dire qu'ici, le vecteur vitesse a toujours même direction, même sens et même valeur. Donc ici, le vecteur vitesse est constant. Il a toujours les mêmes caractéristiques. Ici, dans l'enregistrement B, le vecteur vitesse a toujours même direction et même sens, mais
sa norme augmente, donc sa valeur augmente. Et ici, dans le dernier cas, mouvement circulaire uniforme, attention, la direction du vecteur vitesse change, vous le voyez bien. Le sens également, même si c'est celui du mouvement, vous voyez que la flèche, c'est pas la même flèche, hein, d'accord. Et au niveau de la valeur, par contre, la valeur est constante. Donc attention, quand vous voulez écrire que la valeur est constante, c'est V sans la flèche. Donc ici, c'est la valeur seulement qui est constante. La direction et le sens changent pour le vecteur vitesse. D'accord. Par contre, ici, dans ce cas de l'enregistrement A, c'est le vecteur vitesse qui est un vecteur constant, donc avec une flèche. Et là, ça sous-entend que toutes les caractéristiques sont les mêmes. Direction, sens et valeur. OK ? Ici, là, dans le cas B, pour le vecteur vitesse, on a direction et sens qui ne changent pas. Voilà, j'écris très mal. D'accord. Hop. Et la norme, par contre, qui augmente. D'accord. Donc V sans la flèche. Attention à ces petits détails très très importants. Vous aurez évidemment la correction à la fin du chapitre, hein, de tout ça que vous pourrez revoir en détail. Alors, je vous ai remis la méthode pour tracer un vecteur instantané, donc VI, donc en petit i c'est 1, 2, 3, etc. Quand vous avez une chronophotographie, c'est-à-dire que vous avez les différentes positions de l'objet au cours du temps. Alors, la méthode est toujours la même. Donc, vous tracez, donc si vous voulez le vecteur vitesse au point 6 par exemple, donc en M6, vous voulez V6. Vous commencez par tracer en pointillé la corde, c'est-à-dire le segment entre le point d'avant et le point d'après. Donc juste avant et juste après, vous tracez la corde en pointillé. Ok ? Donc MI-1 juste avant, MI plus 1 juste après. Ensuite, vous tracez la tangente qui passe par la position que vous voulez, donc en M6, à la trajectoire. Il se trouve que vous pouvez dessiner la parallèle à la corde. D'accord ? Ça vous donnera la tangente. Le sens, c'est le sens du mouvement. Ok ? Ensuite, pour tracer correctement à l'échelle la vitesse, il faut mesurer la distance qui sépare M5, M7 ici, donc MI-1, MI plus 1 sur l'image. Ça va vous donner une certaine valeur. Si jamais l'image n'est pas à l'échelle 1, il faut déterminer la distance réelle qui sépare ces deux points. Ensuite, vous calculez la valeur de la vitesse instantanée entre ces deux points, faisant la distance divisée par le temps qui s'est écoulé entre les deux points. Donc en général, je vous ai dit, on vous donne taux, qui est le temps entre deux positions. Donc si vous voulez le temps entre M5 et M7, ce sera 2 taux. D'accord ? Donc vous calculez la valeur de la vitesse, vous en avez une à la fin. Ensuite, du coup, il vous faut représenter le vecteur vitesse, vous connaissez sa direction et son sens, mais il vous faut la taille avec laquelle vous allez représenter le vecteur. Donc vous avez la valeur de la vitesse, vous décidez d'une échelle représentative, tant de centimètres pour tant de mètres par seconde, et vous tracez du coup le vecteur vitesse à la bonne taille. Ok ? Alors, on va essayer de le faire avec un exemple. Donc, essayez de le faire seul et ensuite vous regardez. Donc, sur l'enregistrement, on vous demande de tracer le vecteur vitesse V2. On vous donne le temps entre deux positions qui vaut 40 millisecondes. Alors déjà, qu'est-ce que je fais ? Je trace la corde entre le point d'avant, donc M1, et le point d'après, M3. Je dessine cette corde en pointillé. Voilà. OK ? Ensuite, je trace la tangente à la courbe au point M2. Alors, je vous ai dit, c'est la parallèle à la corde. OK ? Donc, ce sera ça. On dessine en trait plein et on a notre tangente à la trajectoire qui passe par M2. OK ? Ensuite, le sens, ce sera évidemment le sens du mouvement. La flèche sera comme ça. Sauf que là, il faut que je dessine correctement avec la bonne taille le vecteur vitesse V2. Donc, on vous a dit de mesurer. Donc là, je vais le faire en même temps, mais vous ne me voyez pas. Je vais mesurer M1, M3 avec une règle. Donc, vous pouvez le faire sur votre écran ou sur votre feuille. Alors, moi, sur l'écran, je trouve 7,4 cm. Donc, c'est sur mon écran, hein, directement. Donc, moi, je trouve que M1, je trouve que M1, M3, donc cette distance, la distance
correspondant à M1, M3, c'est 7,4 cm. On n'a pas d'échelle ici, donc ça veut dire que c'est à l'échelle 1, c'est-à-dire que c'est la vraie échelle. Donc, je peux en déduire la valeur de ma vitesse instantanée V2. Ce sera M1, M3, cette distance parcourue, divisé par le temps qui s'est écoulé entre M1 et M3. Il s'est écoulé 2 taux, donc 2 fois 40 millisecondes. Si je fais l'application numérique, on arrive du coup à 7,4 cm, donc attention en mètres, 10 puissance moins 2, sur 2 fois 40 millisecondes. Millisecondes, c'est 10 puissance moins 3 secondes. Donc on arrive, si vous faites le calcul, 7,4 10 moins 2 divisé par 80 millisecondes, on arrive à 0, je garde 2 chiffres, 93 mètres par seconde. Ok? Donc j'ai la valeur de ma vitesse au point 2, instantanée. Approchée évidemment, d'accord? Maintenant, il faut que je représente le vecteur V2 avec la bonne taille qui représenterait 0,93 mètres par seconde. Je vais choisir une échelle. C'est moi qui choisis. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre? Alors, il faut que ce soit représenté pas trop petit, d'accord? Et suffisamment grand. Donc, si par exemple, je décide de représenter 2 cm, voilà, pour qu'on le voit suffisamment, qui représenterait 0,5 mètres par seconde. Qu'est-ce que je vais prendre comme taille pour représenter 0,93 mètres par seconde? C'est une petite règle de 3. 0,93 fois 2 cm divisé par 0,5, on arrive à 3,7 cm. Donc ça veut dire que je vais représenter mon vecteur avec une taille de 3,7 cm. Alors, moi sur mon écran, je mesure 3,7 cm, d'accord? Et je vais dire où ça se trouve. Donc à peu près ici. Et ensuite, je prends ma droite que j'ai tracée. Et attention, voilà, je ne représente que jusqu'à 3,7 cm. Ensuite, je mets la flèche correctement. Voilà. Et bien sûr, j'annote ici, ce sera le vecteur vitesse instantanée V2. D'accord ? Alors, j'espère que ça va. Ça, c'est ce qu'on doit faire à chaque fois qu'on doit tracer un vecteur vitesse instantané, avec toutes ces étapes-là. Alors, pourquoi peut-on écrire que le vecteur vitesse V2, c'est le vecteur M1, M3 sur T3 moins T1? Alors, on a le droit d'écrire ça si V2 et M1, M3 ont la même direction et le même sens, déjà. Et ensuite, on a le droit d'écrire ça si la norme du vecteur V2, en plus de ça, est égale à la norme du vecteur M1, M3, c'est-à-dire la distance M1, M3, sur T3 moins T1. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que V2 a la même direction que M1, M3? Regardez, M1, M3, c'est ce vecteur-là, d'accord? Et on s'est justement servi de cette direction pour tracer la direction de la tangente. Donc, ils ont même direction. Est-ce qu'ils ont même sens? Oui, regardez la flèche. Même sens, évidemment, sur cette direction-là. Donc ça, c'est bon. Ok? Est-ce que la norme de V2, c'est bien la norme de M1, M3 sur T3 moins T1? Oui, on vient de le calculer. C'est M1, M3 sur 2 taux. Et T3 moins T1, c'est 2 taux, puisque c'est le temps entre M3 et M1. Donc, on est OK. On a le droit d'écrire ça. Alors, la justification, c'est parce que V2 et M1, M3 ont même direction et même sens, et que V2 est égal à M1, M3 sur T3 moins T1. D'accord? Quatrième question. Si O est l'origine d'un repère dans lequel on aurait repéré la position du centre d'inertie. Donc, par exemple, si j'avais eu un repère ici, hop, O, X, Y, puisque c'est un mouvement qui se fait dans un plan, j'aurais eu ça avec un petit vecteur unitaire I et un petit vecteur unitaire J. Si j'avais eu ça. Est-ce qu'on peut montrer que le vecteur V2, c'est OM3 moins OM1 sur T3 moins T1? Alors nous, on a V2 égale M1, M3 en vecteur sur T3 moins T1. Voilà de là où on part. Alors, vous avez vu un théorème en mathématiques qui s'appelle le théorème de Schall, qui peut vous permettre de dire que M1, M3, c'est aussi la somme du vecteur M1O plus OM3. J'introduis un point, ici le point O, dans mon vecteur. Donc j'arrive à M1O
en vecteur plus OM3 sur T3 moins T1. Or, le vecteur M1O, j'ai le droit de dire mathématiquement que c'est l'opposé du vecteur OM1. Donc que c'est moins OM1 plus OM3, le tout sur T3 moins T1. Ah, qu'est-ce que j'ai le droit d'écrire du coup? J'ai juste, je change de place, hein, ça revient exactement au même. J'ai le droit de dire que c'est OM3 moins OM1 sur T3 moins T1. Et voilà ce qu'il fallait démontrer. V2. Et on a le droit de l'écrire comme la différence de OM3 la différence entre OM3 et OM1 en vecteur sur la durée entre les deux instants T3 et T1. Si l'écart entre T3 et T1 tend vers 0, donc si ça tend vers 0, vers quelle limite tend V2? C'est comme tout à l'heure. V2, ce serait la limite quand delta T tend vers 0. Delta T, c'est T3 moins T1. Donc si j'appelle delta T, T3 moins T1. Donc ça serait la limite de OM3 moins OM1 sur delta T. Et c'est quoi OM3 moins OM1? C'est une variation aussi. Une variation de quoi? De vecteur OM. Donc ce serait la limite de la variation sur delta T du vecteur OM, donc delta OM sur delta T. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme tout à l'heure, la définition de la dérivée. Dérivée de quoi? Du vecteur OM. Et oui, on a le droit de dériver un vecteur par rapport au temps. Donc d sur dt du vecteur OM. Et c'est quoi le vecteur OM? C'est le vecteur position. Donc ça voudrait dire que le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position OM. Et voilà, par rapport au temps bien sûr. Du coup, par rapport à ce que j'ai dit tout au début, on vous parle des coordonnées. En déduire l'expression des coordonnées Vx, Vy et Vz du vecteur vitesse en fonction des coordonnées x, y et z du vecteur position. Le vecteur position, ses coordonnées, c'est x de t, y de t et z de t. D'accord? Et on sait que le vecteur vitesse, maintenant, c'est la dérivée du vecteur position, qui lui aussi varie en fonction du temps, évidemment. Hein. C'est OM de t, d'accord? C'est une fonction du temps. Et on a le droit de dire quoi, du coup? On a le droit de dire que les coordonnées du vecteur vitesse, donc Vx, Vy et Vz, donc ce sont également des fonctions du temps, on a le droit de dire que c'est les dérivées des coordonnées du vecteur position. Donc Vx, on a le droit de dire que c'est la dérivée de la coordonnée x du vecteur position. Vy, on a le droit de dire que c'est la dérivée par rapport au temps de la coordonnée y de t du vecteur position. Et Vz, c'est la dérivée par rapport au temps de la coordonnée z du vecteur position. Et voilà. Donc si on connaît les coordonnées du vecteur position, on peut trouver les coordonnées du vecteur vitesse. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est tout écrit ici. C'est que le vecteur vitesse, c'est la dérivée par rapport au temps. Attention, c'est sa dérivée par rapport au temps. Hein. On ne sépare pas les deux. Du vecteur position. Okay. Donc les coordonnées, c'est ce que je viens d'écrire. C'est Vx, Vy, Vz de t. Et c'est les dérivées des coordonnées du vecteur position. Au niveau des directions sens du vecteur vitesse, c'est ce qu'on a écrit tout à l'heure. Hein. Direction tangente à la trajectoire. Sens dans le sens du mouvement, pardon. Et la norme, c'est la norme dont on a parlé tout à l'heure. Mais attention à savoir, quand vous avez un vecteur avec des coordonnées, mathématiquement, si vous voulez la norme du vecteur, donc ça c'est très important, en fait, vous prenez la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées. Ok ? Donc, si vous avez Vx, Vy et Vz ici, pour avoir la norme du vecteur vitesse, vous faites la racine carrée de Vx carré plus Vy carré plus Vz carré. Okay. On fera des exemples évidemment, hein, puisque là ce serait pour avoir la norme du vecteur vitesse en un point particulier. Donc il faudrait avoir la valeur de Vx, la valeur de Vy, la valeur de Vz pour avoir la norme du vecteur vitesse à cet instant-là. Voilà.
Voilà pour le vecteur vitesse. Alors, on passe maintenant au troisième vecteur très important, le vecteur accélération. Donc là aussi, des petites activités au départ pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette accélération, d'où elle vient, etc. Alors, on va prendre un premier cas particulier où il n'y a qu'une seule coordonnée, comme l'histoire du métro tout à l'heure pour la vitesse. Donc, dans toute cette activité, on considère que des voitures se déplacent en ligne droite, donc trajectoire rectiligne, et donc on peut repérer leur position avec une seule coordonnée. Donc, c'est typiquement, comme on avait tout à l'heure, un axe OX. Alors, je vous demande si cela est possible de préciser le numéro du véhicule pour lequel la valeur de l'accélération est la plus grande d'après vous. D'accord? Donc là, vous mettez pause, vous essayez tout seul et ensuite vous regardez. Donc, on a un véhicule 1 qui, sa vitesse varie de 80 à 120 km/h en 10 secondes et un véhicule 2 où la vitesse varie de 80 à 100 km/h en 10 secondes. Alors, là, on a une différence de vitesse de 40 km/h, alors que là, de 20 km/h, dans le même temps. Donc, il semble évident que ce serait cette voiture-là qui accélérerait le plus, donc pour qui l'accélération serait la plus grande, puisque la variation de vitesse est très grande ici, avec la même durée. Ensuite, variation de 80 à 120 en 10 secondes, donc encore 40 km/h d'écart pendant 10 secondes. Sur 10 secondes, et ici 80 à 120, donc en 40 km/h d'écart, en 12 secondes, donc en un temps plus long. Donc du coup, il semblerait que ce soit encore le véhicule numéro 1 qui a une variation de vitesse de 40 km/h, donc la même, mais en un temps plus court. Donc ça accélère, sa accélération semblerait plus grande. Ensuite, variation de 30 à 40 km/h, donc 10 km/h d'écart en 2 secondes. Et là, 120 à 130, donc 10 km/h en 3 secondes. Donc là, 10 km/h d'écart en 2 secondes, là en 3 secondes. Donc il semblerait que là, l'accélération soit plus grande puisqu'on fait 10 km/h de plus en seulement 2 secondes. Ici, c'est en 3 secondes. Donc encore véhicule numéro 1. Ensuite, variation de 0 à 120. Et là, variation de 0 à 180. Alors là, on ne peut pas savoir parce qu'on n'a pas de temps pendant la durée sur laquelle ça se produit. C'est-à-dire qu'on augmente on passe de 0 à 120, mais on ne sait pas en combien de temps. Et là, pareil. Donc là, on ne peut pas répondre. Ici, vitesse de 90 km/h pendant 10 secondes, vitesse de 110 km/h pendant 20 secondes. Là, on a une vitesse qui est constante, soit 90, soit 110. Donc, il n'y a pas d'accélération, puisque la vitesse est constante. Donc, il n'y a pas de variation de vitesse. Donc, là aussi, il n'y a pas de véhicule qui accélère, qui a une accélération plus grande que l'autre. Dernier cas, variation de 80 à 120 en 10 secondes en descente. Variation de 80 à 120 en 10 secondes en montée, il semblerait qu'on a la même variation de vitesse, donc 40 km/h, le même temps. Donc que ce soit en descente ou en montée, la variation de vitesse est la même, le temps est le même. Donc on ne pourra pas dire quelle est la voiture qui a l'accélération la plus grande. Du coup, il semble assez intuitif de dire que la valeur de l'accélération dépend de 2 paramètres. D'abord, de la variation de la valeur de la vitesse et de la durée, donc pareil, de delta t. Donc l'accélération dépend de la variation, donc ça veut dire variation, variation de la vitesse et de la durée, donc variation de temps. Du coup, en déduire pour notre cas particulier où on a une seule direction ici, une première approximation de la valeur de l'accélération en fonction de la vitesse initiale, de la vitesse finale, du t initial et du t final. Il semblerait assez logique de penser qu'une première approximation pour l'accélération, ce serait que ce soit la variation de la vitesse sur la variation du temps, puisque c'est de combien on a augmenté la vitesse en combien de temps. Donc ce serait la vitesse finale moins la vitesse initiale, qui représenterait la variation de la vitesse sur la variation du temps, c'est-à-dire la durée, ici, t final moins t initial, donc sur delta t. Donc ça, ce serait une première approximation pour la valeur de l'accélération. Alors, quelle serait du coup l'unité d'une accélération ? On a une vitesse qui s'exprime en mètres par seconde. Donc ça, on a des mètres par seconde. Le temps en secondes. Donc du coup, on a une unité qui serait des mètres divisé par des secondes
encore divisé par des secondes. Donc ça fait des mètres divisé par des secondes au carré, ce qui revient à des mètres secondes moins 2. Donc l'unité de l'accélération, ce serait des mètres secondes moins 2 ou mètres par seconde au carré. D'accord? Donc c'est bien une variation de vitesse sur une variation de temps. Donc de combien en vitesse on augmente sur telle ou telle durée. Alors, 5e question. La courbe ci-contre représente l'évolution de la vitesse d'une voiture au cours du temps. Donc c'est la vitesse. Comment l'accélération est-elle perceptible sur cette courbe? Alors c'est un peu comme tout à l'heure quand on voulait la vitesse cette fois-ci. L'accélération, ça représente l'augmentation de la vitesse par rapport au temps. Donc on peut voir que là la vitesse augmente faiblement, là elle augmente beaucoup, là elle augmente faiblement, là elle n'augmente plus du tout, là elle diminue faiblement, là elle diminue beaucoup, là elle diminue de moins en moins vite si je puis dire, d'accord, de moins en moins fort. Donc c'est un petit peu comme tout à l'heure. Ce qu'on pourrait représenter pour schématiser ça, juste changer de couleur, ce serait la tangente. C'est-à-dire qu'avec la tangente à la courbe, on arrive à voir si ça augmente fortement ou pas. Et donc là, si je dessine les tangentes, donc déjà pour le début, on voit que là, la tangente a une certaine pente, d'accord, mais cette pente va augmenter quand je passe ici. Ensuite, la pente devient nulle, d'accord, et ensuite, c'est la même chose de l'autre côté. Donc, on peut très bien utiliser la pente de la tangente pour avoir. Donc, on peut utiliser la pente de la tangente à la courbe pour savoir si on a, quelle est l'accélération et comment elle évolue. Donc la pente de la tangente à la courbe, donc la courbe V en fonction du temps. D'accord? Et plus cette pente de la tangente va être importante, plus l'accélération va être importante. Alors c'est comme tout à l'heure. En utilisant une notion vue en maths, proposer une relation entre la valeur de l'accélération et la vitesse V. Alors cette relation ne sera valable pour l'instant que dans le cas où la trajectoire est rectiligne, c'est ce qu'on a dit. Puisqu'on nous dit que tout à l'heure déjà on a écrit que A ça pouvait être en première approximation delta V sur delta T, d'accord, et que forcément on aura une valeur de l'accélération plus précise si le delta T tend vers 0, on pourrait dire que la valeur de l'accélération ce serait la limite quand delta T tend vers 0 de delta V sur delta T. Et ça, c'est la définition de la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Donc on pourrait définir en première approximation, donc ici juste pour la valeur de l'accélération, si on est sur une seule direction, ce serait la dérivée de la vitesse. Et ça colle avec ce qu'on vient de dire, parce que je vous ai dit tout à l'heure que la dérivée ici de la vitesse par rapport au temps, ce serait la pente de la tangente, donc en un point évidemment, la pente de la tangente à la courbe V en fonction de t. Donc ça, c'est la définition de la dérivée. Donc si par exemple, je veux l'accélération à cet instant-là, donc à cet instant-là, t1, si je dessine la tangente et que j'ai la pente de la tangente en ce point-là, ce sera la valeur de l'accélération. Ici, hop, pareil, si je veux la valeur de l'accélération à cet instant que je vais appeler T2, je prends la tangente, je prends la pente de la tangente, je la détermine, et j'ai la valeur de l'accélération à cet instant-là. Donc, on pourrait définir l'accélération comme étant la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Alors, on va généraliser dans cette deuxième activité par rapport cette fois-ci, non plus à la valeur de l'accélération, mais au vecteur accélération, puisque c'est également un vecteur. Donc maintenant, on s'intéresse à une trajectoire quelconque dans 3 dimensions et on va s'inspirer de ce qu'on a fait pour cette activité-là, donc la première. Comment pourrait-on définir le vecteur accélération? Donc là, on ne va pas le démontrer, mais on va juste faire une analogie avec ce qu'on avait vu pour la vitesse. En parlant du vecteur accélération, on va pouvoir dire, sans trop s'avancer, qu'on pourra le définir comme étant la dérivée du vecteur vitesse en fonction du temps. D'accord ? Donc je vous demande de l'admettre, puisque là on ne va pas le démontrer comme on l'avait fait pour le
le vecteur vitesse. Donc, en déduire l'expression des coordonnées AX, AY et AZ du vecteur accélération en fonction des coordonnées VX, VY et VZ, bah, c'est comme tout à l'heure. Si le vecteur accélération a comme coordonnées AX de t, AY de t et AZ de t, d'accord. Et si le vecteur vitesse a comme coordonnées Vx de t, Vy de t et Vz de t, qu'on a vu tout à l'heure, bah, comme le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse, les coordonnées du vecteur accélération seront les dérivées par rapport au temps des coordonnées du vecteur vitesse. Donc la coordonnée sur l'axe OX de l'accélération, ce sera la dérivée par rapport au temps de la coordonnée Vx. AY, ce sera la dérivée par rapport au temps de Vy par rapport au temps. Et AZ, ce sera la dérivée par rapport au temps de la coordonnée de la vitesse sur l'axe OZ. Donc Vz par rapport au temps. Et voilà. Donc la boucle est bouclée, c'est-à-dire que là, on a défini le vecteur position, le vecteur vitesse, et on termine par le vecteur accélération. Donc attention, le vecteur accélération caractérise la variation du vecteur vitesse en fonction du temps. Il y aura une accélération à deux conditions, dans deux cas possibles. Si la norme du vecteur vitesse change, c'est-à-dire que si la valeur de la vitesse change, il y aura une accélération. Et si la direction et le sens du vecteur vitesse changent. C'est-à-dire que même si la norme du vecteur vitesse est constante, donc si par exemple c'est toujours 2 mètres par seconde, mais que, imaginez un mouvement circulaire où voilà, vous avez un mouvement comme ça là, d'accord, bah, le vecteur vitesse il change sans arrêt de direction. Et bien dans ce cas-là, même si sa norme ne change pas, il y aura une accélération. D'accord, un vecteur accélération. Donc, pour qu'il y ait un vecteur accélération, il faut que le vecteur vitesse change, soit sa norme, soit sa direction, son sens, etc. Ensuite, au niveau outil, ce qui va nous servir, le vecteur accélération est défini comme étant la dérivée du vecteur vitesse, d'accord. Et comme la vitesse, je le réécris là, était elle-même la dérivée du vecteur position, d'accord, ben on arrive à ce que l'accélération soit la dérivée par rapport au temps de la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Ok, ben ça s'écrit comment? Ça s'écrit, donc c'est l'écriture pour dérivée seconde, puisqu'on dérive deux fois. Ça s'écrit d2 sur dt2, ça veut dire dérivée seconde, et de quoi? Bah, du vecteur position. Ok. Donc, à retenir surtout, c'est que l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Et que le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. Comme ça, on peut le retrouver évidemment facilement. Donc, je vous ai réécrit ici les coordonnées du vecteur accélération en fonction des coordonnées du vecteur vitesse. Donc, c'est leur dérivée. Et en fonction des coordonnées du vecteur position. Ce sera la dérivée seconde des coordonnées du vecteur position. Au niveau des caractéristiques du vecteur accélération, sa direction sera celle du vecteur variation du vecteur vitesse, donc delta V. Son sens, ce sera celui du vecteur variation du vecteur vitesse. Et sa norme, ce sera la valeur en fonction de ce que vous avez. Donc on verra comment les représenter. Et surtout, son unité, mètre par seconde au carré. Donc mètre seconde moins 2. Donc voilà pour le vecteur accélération. Alors, au niveau de la représentation du vecteur accélération, je vous ai mis ici une méthode pour construire un vecteur accélération à partir de n'importe quelle chronophotographie et en un point donné, en une certaine position. Alors, on dit pour représenter un vecteur accélération que en fait, le vecteur accélération, c'est la variation du vecteur vitesse divisée par la durée entre deux points. Et comme pour le vecteur vitesse, j'encadre le point qui m'intéresse. Donc si par exemple je veux au point M2 dessiner le vecteur accélération, j'encadre mon point M2 de deux points, M1 et M3. Et je vais déterminer le vecteur accélération en déterminant le vecteur variation de vecteur vitesse entre les points 1 et 3. Alors la technique est la suivante. Il faut construire les vecteurs vitesse au point d'avant et au point d'après. Donc V1 puis V3 ici par exemple. Ensuite, vu qu'on veut delta V c'est V d'après
moins V d'avant. Donc, il faut représenter delta V, c'est-à-dire le vecteur vitesse V3 moins le vecteur V1. Donc ici, par exemple, je représente les deux vecteurs vitesse, V1 et V3, comme on l'a fait tout à l'heure. Ensuite, il faut représenter V3 moins V1 au point qui m'intéresse. Donc, au point M2, je vais représenter V3. Il est là. Donc là, on a V3. Par translation, je prends ce vecteur-là, je le mets là. OK ? Et au bout de V3, donc quand j'arrive ici, je vais additionner moins V1, donc plus moins V1. Or, moins V1, c'est quoi? V1, il est là. Ben, moins V1, c'est le vecteur opposé, avec la flèche dans l'autre sens. Mais sinon, c'est tout pareil. Donc, je prends ce vecteur V1, je le mets ici au bout de mon vecteur V3. Et sauf que la flèche était par là, ben, je la mets de l'autre côté puisque c'est moins V1 que j'additionne. Et j'arrive ici. Donc, quand je pars du point M2, que je fais V3 moins V1, j'arrive ici. Donc, ici, quel est mon vecteur? En partant de M2 et j'arrive ici, c'est delta V entre 1 et 3. Donc, c'est V3 moins V1. D'accord? Donc, déjà, première étape. Ensuite, l'accélération, c'est delta V. Donc, si on approxime, hein, le vecteur accélération, bah, ça sera le vecteur delta V sur delta T. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est que le vecteur accélération et le vecteur delta V auront même direction et même sens. Donc, là, vous avez votre delta V. Donc, l'accélération aura cette direction-là et ce sens-là. OK? Ce qui reste à savoir, c'est quelle est la taille du vecteur accélération. Pour ça, si vous avez fait la construction comme il faut mesurer delta V. D'accord? On mesure delta V en centimètres. On le met à l'échelle s'il y avait une échelle. Donc, pour savoir quelle est la vraie valeur de delta V. Ensuite, on fait delta V sur delta T. Alors, sachant que delta T, c'est entre M1 et M3. Donc, en gros, ce sera 2 taux. Hein, d'accord? Taux, si c'est la durée entre deux points. Donc, on fait delta V sur 2 taux. On trouve la valeur de l'accélération. Donc, uniquement la valeur. D'accord? On trouve A2. Et ensuite, on donne une échelle, donc par exemple 1 cm pour tant de mètres par seconde au carré, et on trace le vecteur avec la bonne taille. Ok? Alors, vous avez une petite vidéo pour un mouvement circulaire, par exemple, hein, vous pouvez la regarder, qui est pas à pas, qui construit le vecteur accélération. Alors, nous, on va essayer de le faire sur cet enregistrement qui est le même que tout à l'heure, hein, pour dessiner le vecteur accélération. Donc là, je vous conseille de le faire vous, et ensuite de regarder la correction. Alors, on veut l'accélération en 2, donc au niveau de cette position-là. Donc, première chose, on a dit, on prend le point d'avant et le point d'après, donc M1 et M3, et on trace déjà les vecteurs V1 et V3. Alors là, je vais le faire rapidement. Pour tracer, vous vous souvenez, le vecteur vitesse V1, je trace la corde, d'accord? Ensuite, je trace la parallèle à cette corde, donc je le fais là, ok? Et je trace donc j'ai la direction, le sens, et ensuite je trace le vecteur. Donc ici, alors le problème c'est qu'il faut tracer à l'échelle, donc vous mesurez M0, M2, d'accord? Là c'est un petit peu long, donc du coup je vais peut-être vous présenter la correction directement, parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc je vais vous montrer directement la correction. Hop. Donc juste 5 minutes. Alors si on regarde la correction, hop, et je vous explique parce que sinon on va pas s'en sortir, ça va être un petit peu long. Hop là, on est là. Hop, voilà. Donc, première chose à faire, on trace le vecteur V1, donc comme on l'a fait tout à l'heure, et le vecteur V3. D'accord? Ensuite, il faut tracer delta V au point 2, donc V3 moins V1. Donc au bout de M2, je trace V3, donc je le prends par translation, je le mets là. Et au bout de V3, je trace moins V1. Donc c'est le même vecteur, vous voyez, mais à l'envers. D'accord? Et quand je pars de M2, V3 moins V1, j'arrive ici. Ici, on a le vecteur du coup delta V. D'accord? Ensuite, on mesure delta V, puisque là, on l'a tracé à l'échelle. Donc, on mesure delta V et on calcule
la valeur de l'accélération qui sera delta V sur delta T. Ici, notre taux est toujours le même, c'est 40 millisecondes. Et si je mesure delta V, moi, sur mon écran, j'arrive à 1,4 cm. D'accord? Donc, comme on a une échelle de représentation, 1 cm pour 0,5 mètres par seconde, si vous avez 1,4 cm, d'accord, vous pouvez en déduire combien ça fait de mètres par seconde en réalité. Donc delta V égale 0,7 mètres par seconde. On fait 1,4 fois 0,5 divisé par 1. Donc fois 0,5 c'est divisé par 2. Donc on trouve 0,7 mètres par seconde. Ensuite, on peut calculer la valeur de l'accélération. C'est la valeur de delta V sur 2 taux, donc 2 fois 40 millisecondes. Et on arrive à 9 mètres par seconde au carré. Du coup, on a la vraie valeur de l'accélération. Donc, on choisit une échelle de représentation pour A. Par exemple, 1 cm pour 3 mètres par seconde au carré, parce que sinon, ça serait un peu grand. Donc, on voit que 9 mètres par seconde au carré, c'est 3 fois 3. Donc, ça sera représenté par 3 cm. Et vous représentez le vecteur accélération. Puisque le vecteur accélération aura la même direction que delta V, le même sens, voilà, on a tout ce qu'il faut. Et on sait qu'on le représentera par 3 cm de longueur. Donc, on représente le vecteur accélération comme ça. D'accord? Ensuite, donc j'espère que ça va. C'est pas évident, il faut le faire tout seul. Il faut essayer, on regarde la méthode et ensuite on le fait parce que sinon ça sert à rien. Alors, on vous demande ensuite de cocher les situations pour lesquelles il y a une accélération. Véhicule à vitesse constante en montée, si c'est une vitesse constante, il n'y a pas d'accélération. D'accord? Véhicule initialement à l'arrêt dont on lâche le frein à main dans une descente. Si on lâche le frein à main, évidemment, dans une descente, la vitesse va augmenter. Donc, il va y avoir un changement dans la valeur de la vitesse, donc une accélération. Véhicule sur une route plate et abordant une montée, le tout à vitesse constante. Donc là, c'est une vitesse constante, donc la norme ne change pas. Mais par contre, on passe d'une route plate à une route en montée. Donc, on va avoir un changement de direction du vecteur vitesse. Donc, une accélération. D'accord? Puisque là, le vecteur vitesse, ce sera comme ici, va changer de direction. Ensuite, un véhicule qui freine. Un véhicule qui freine, évidemment, la vitesse change. Donc, la valeur de la vitesse change. Donc, vous avez une accélération qui existe. Alors, on continue avec la dernière partie sur cette partie-là. Différents types de mouvements pour voir leurs caractéristiques. Donc, au niveau de cette petite activité, on considère donc tous les mouvements qui sont représentés ci-dessous, où on a des chronophotographies et le vecteur accélération est représenté. Pour chaque mouvement, on vous demande de qualifier le mouvement. Donc ça, on a vu déjà, avec en termes de trajectoire et de vitesse. Donc il y aura toujours deux adjectifs. Et on vous demande également de tracer l'allure de quelques vecteurs vitesse sur chacun des mouvements ici. Alors, on commence avec le premier mouvement. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On a A1, donc ça part de la position 1, 2, 3, 4, 5. La trajectoire est curviligne, c'est-à-dire que ça ne fait pas une courbe particulière. Donc, le mouvement sera curviligne. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau des différentes positions? Elle se rapproche, c'est-à-dire que la distance parcourue est de moins en moins grande. Donc, ce sera curviligne, décéléré ou ralenti ou retardé. Il y a plusieurs possibilités pour le terme dans ce cas-là. D'accord? Ensuite, alors je peux le faire en même temps, remarquez. On va dessiner des vecteurs vitesse. Donc ici, le vecteur vitesse tangent à la trajectoire. Donc si je représente ici tangent à la trajectoire, dans le sens du mouvement, donc le sens du mouvement, il est comme ça. Donc du coup, tangent à la trajectoire, dans le sens du mouvement, donc un vecteur vitesse ici, ce serait le vecteur V2. Et le vecteur V4 par exemple, toujours tangent à la trajectoire dans le sens du mouvement, mais la norme moins importante puisque la vitesse diminue, V4. Ensuite, pour le mouvement B, il n'y a pas de vecteur accélération, donc vous voyez que le vecteur accélération du coup sera égal au vecteur nul. Attention, vecteur nul, pas égal à 0. Ici, on voit qu'on a une trajectoire rectiligne et que les distances parcourues sont toujours les mêmes, on a l'impression. On a cette impression-là, ouais. Donc, du coup, c'est rectiligne uniforme. Ça veut dire que la vitesse est constante et la trajectoire est rectiligne. Au niveau des vecteurs vitesse, donc tangent à la trajectoire, quand c'est rectiligne, c'est la direction donnée
par la trajectoire ici, donc V1, sens du mouvement, et V3, bah, ce sera le même exactement, puisqu'ici, c'est un mouvement rectiligne uniforme avec une vitesse constante. Le mouvement C, donc on a une trajectoire, c'est une droite, donc rectiligne. On s'aperçoit que les positions s'écartent de plus en plus, donc rectiligne accéléré, puisque la vitesse va augmenter, d'accord? On remarque au passage que le vecteur accélération, il a c'est le même vecteur à chaque fois, si vous regardez bien, même direction, même sens et même valeur. Donc ici, on aura le vecteur accélération qui sera un vecteur constant. Attention, vecteur, d'accord? D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais ici, c'est exactement pareil. Vous voyez que les vecteurs accélération sont tous les mêmes, même direction, même sens, même valeur. Donc ici, le vecteur accélération sera constant. Ici, il est nul. On continue. Le mouvement D, donc on part de là pour arriver là. On a encore une fois une trajectoire rectiligne, c'est une droite. Au niveau des positions, elles s'écartent les unes des autres, donc ça veut dire que la distance parcourue augmente, ça veut dire que la vitesse augmente, donc c'est un mouvement rectiligne accéléré. Et on remarque au niveau du vecteur accélération, là, il a la même direction tout le temps, le même sens, mais par contre la norme augmente. Je m'aperçois que j'ai oublié ici de tracer quelques vecteurs vitesse. Ah. Et d'ailleurs, je m'aperçois au passage que j'ai fait une grosse bêtise. Est-ce que vous vous rendez compte de la bêtise que j'ai faite? Hop, elle est là. Puisque on a ici la position 1 et ici la position 2, 3 et 4. Donc on part d'en bas pour arriver ici. Donc on voit que dans ce cas-là, la distance parcourue diminue. D'accord? Donc c'est rectiligne décéléré, la vitesse diminue. Ok? D'ailleurs, au niveau de la vitesse, donc direction tangente à la trajectoire quand c'est rectiligne, bah, c'est la direction de la trajectoire. Le sens, bah, c'est de 1 vers 4, hein, donc ici. Donc ici, on aura V1. Et on voit que la vitesse diminue. Donc du coup, si je veux représenter en V2, il y aura juste la norme qui sera plus faible, évidemment, qu'ici. Pour le mouvement D, donc pour les vecteurs vitesse, bah, si je dessine pareil, tangent à la trajectoire V1 dans le sens du mouvement, et là c'est accéléré, donc en V4 par exemple, sera plus long. Ok. Et ici l'accélération, donc je l'ai dit, a la même direction, le même sens, mais a une norme, une valeur qui augmente. Pour le mouvement E, alors on a une trajectoire qui est parabolique, donc on aura un mouvement parabolique. Et alors là par contre, hein, on s'aperçoit que la distance diminue jusque là et ensuite la distance réaugmente. Donc c'est un mouvement parabolique décéléré puis accéléré. Donc on peut séparer en deux, hein, au sommet de la trajectoire. Donc c'est parabolique décéléré puis accéléré. C'est ce qui se passe quand vous lancez une balle en cloche, hein, vous lancez une balle, il va se passer, vous allez avoir ce type de mouvement là. Au niveau du vecteur accélération, on remarque qu'il est toujours vertical vers le bas et il a la même norme. Donc ici, le vecteur accélération sera un vecteur constant. Au niveau des vecteurs vitesse, donc on représente tangent à la trajectoire. Waouh, je vais faire celui-là. Tangent à la trajectoire dans le sens du mouvement, donc V2. Et par exemple ici, pareil, tangent à la trajectoire dans le sens du mouvement V4. Là, bon, vous pouvez pas pour la norme, hein, là, vous pouvez rien faire de spécial. Pour le mouvement F, alors on voit que la trajectoire est circulaire, donc mouvement circulaire, et on voit que, on a l'impression, en tout cas avec nos positions, que les distances parcourues sont les mêmes, donc on aurait une vitesse constante au niveau de sa valeur, donc ce serait un mouvement circulaire uniforme. Au niveau du vecteur accélération, on s'aperçoit que sa direction change, hein, mais son sens, sa direction, donc c'est suivant, donc si on dessinait le cercle, voilà, vous voyez, là je dessine un diamètre, des diamètres, d'accord, on s'aperçoit que le vecteur accélération est toujours dirigé suivant le diamètre du cercle ou suivant un rayon, hein, ça dépend ce qu'on dessine. Et bien dans ce cas-là, on dit que le vecteur accélération est radial, puisqu'il est suivant un rayon. Et on voit qu'au niveau du sens, il est toujours dirigé vers le centre du cercle. Ça porte un nom.
on dit que le vecteur accélération sera centripète. Centripète, ça veut dire diriger vers le centre d'un cercle, vers le centre. Le contraire de diriger vers le centre, ce serait diriger vers l'extérieur, c'est centrifuge. D'accord? Justement, quand on centrifuge, ça dégage vers l'extérieur. C'est pour ça que c'est quand on est vers l'extérieur. Donc voilà pour le vecteur accélération, il serait radial centripète. Si je veux dessiner des vecteurs vitesse, bon bah tangent à la trajectoire dans le sens du mouvement. Donc on aurait V1 ici et V2 tangent à la trajectoire avec la même taille puisque c'est des vecteurs où la valeur est constante. On continue avec le dernier, donc le mouvement G. Ici, vous avez encore une fois une trajectoire circulaire, mais cette fois-ci, on est là à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, à 6. C'est quelconque, hein, parce que là, on a l'impression que c'est décéléré, puis accéléré, on ne sait pas trop. Donc, on va mettre circulaire quelconque. Au niveau des vecteurs vitesse, tangent à la trajectoire dans le sens du mouvement. D'accord. On a l'impression, hop, voilà. Et au niveau du vecteur accélération, vous remarquez que dans ce cas-là, il n'est plus radial et centripète, hein, d'accord. Donc il est, les directions sont quelconques ici, sauf pour ces deux-là. Et pareil, la norme change et le sens change également. Donc vous devez être capable de caractériser le mouvement, de donner les caractéristiques du vecteur accélération si on vous le donne évidemment, et de faire ce qu'on vous demandait ici. Alors, on vous demande, qu'appelle-t-on un mouvement uniformément accéléré? Certains de ces mouvements le sont-ils? Alors, uniformément accéléré, on peut parler aussi de mouvement uniformément varié, c'est la même chose. Il faut pour ça qu'on ait le vecteur accélération qui soit un vecteur constant. Ça veut dire quoi un vecteur constant? Ça veut dire toujours la même direction. Attention, c'est toutes les caractéristiques qui ne changent pas. Donc même direction, toujours, même sens et même valeur. Si vous avez pour le vecteur accélération toujours ça, vous avez un vecteur constant et vous pourrez dire que le mouvement est uniformément varié. Alors c'est dans quel cas qu'on a ça? On l'a vu, hein. Là on a le vecteur constant, donc dans le cas du mouvement A. Dans le cas du mouvement B, l'accélération est nulle, donc on ne va pas le considérer. Dans le cas du mouvement C, où là on a par exemple, on lancerait une balle vers le haut, on aurait A qui est constant, le vecteur. Et dans le cas du mouvement E, où on a une chute parabolique ici, le vecteur accélération serait constant également. Donc on parlerait dans ce cas-là, donc pour le mouvement A, le mouvement C et le mouvement E, de mouvements uniformément accélérés ou uniformément variés. Alors c'est mieux varié parce qu'accéléré, on a tendance à croire que la vitesse va augmenter. Or, une accélération peut être constante, mais faire que la vitesse diminue. Donc il faut faire attention à ça. Il peut y avoir une accélération même quand la vitesse diminue, hein. Alors, conclusion de tout ça. Le mouvement sera dit accéléré si la valeur de la vitesse augmente. Ça, vous le savez depuis longtemps. D'accord ? Le mouvement sera dit ralenti ou décéléré si la valeur, vous voyez, je ne mets pas de flèche, diminue. Le mouvement est dit uniforme si la valeur de la vitesse est constante. Le mouvement est uniformément accéléré ou plutôt varié si le vecteur accélération est un vecteur constant. Donc on vient de le dire. Et dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, donc à savoir, l'accélération est dite radiale, donc suivant le rayon d'un cercle, et centripète, elle est dirigée vers le centre du cercle. C'est ce qu'on a vu ici dans ce cas-là, le mouvement circulaire uniforme, et c'est généralisable à tous les mouvements circulaires uniformes. Alors, pour finir, un petit récapitulatif sur les types de mouvements que vous avez à connaître. Alors là, je vais vous montrer la correction, puis on va juste, pour que vous compreniez comment on remplit le tableau. Alors, ça nous donne, donc juste, je fais 2-3 petites choses, voilà, on y va. Donc, les mouvements à connaître. Un mouvement rectiligne uniforme, donc où la valeur de la vitesse est constante. Donc, voilà comment on pourrait le représenter. Les vecteurs vitesse ont toujours même direction, même sens et même valeur. La trajectoire est une droite. Donc, pour le vecteur vitesse, la valeur est constante. C'est le terme uniforme. La direction, elle est constante également. C'est toujours la même, donnée par la trajectoire. Le sens, c'est toujours le même également,
constant. Donc, il n'y a rien qui change pour le vecteur vitesse. Donc, dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, le vecteur vitesse est un vecteur constant. D'accord? Et aucune de ces caractéristiques ne change. En ce qui concerne le vecteur accélération, dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, il est égal au vecteur nul. Oui, puisque la vitesse est constante, le vecteur vitesse est constant. Ça veut dire que, comme on sait que le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse, si le vecteur vitesse est constant, la dérivée d'une constante, c'est vecteur nul. D'accord? Donc ici, ce sera vecteur nul puisque le vecteur vitesse est un vecteur constant. On continue. Autre type de mouvement à connaître, le mouvement rectiligne uniformément varié. Ça veut dire uniformément varié, l'accélération est un vecteur constant. D'accord? Alors, il y a deux cas possibles, c'est ce que je vous disais. Le vecteur vitesse en rouge, le vecteur accélération en vert. Le vecteur accélération peut être dans le même sens que le vecteur vitesse ou dans le sens opposé. Mais gardez toujours même direction, même sens et même valeur. D'accord? Dans ce cas-là, le premier, le mouvement serait accéléré, comme on dit. Dans l'autre, le mouvement serait ralenti. Mais il y a une accélération quand même. Alors, la trajectoire est toujours une droite. Au niveau du vecteur vitesse, la valeur du vecteur vitesse change, donc elle est variable. Par contre, comme c'est un mouvement rectiligne, direction et sens du vecteur vitesse restent constants. Au niveau de l'accélération, puisque c'est un mouvement uniformément varié, le vecteur accélération est un vecteur constant. Donc, sa norme est toujours la même, sa direction et son sens sont constants. Ça ne change pas. D'accord? On continue. Le mouvement circulaire uniforme, alors on l'a vu tout à l'heure, on a dit que dans ce cas-là, l'accélération était radiale centripète. Et vous voyez le vecteur vitesse toujours tangent à la trajectoire dans le sens du mouvement. La trajectoire est un cercle. Puisqu'on a un mouvement circulaire uniforme, ça veut dire que la valeur de la vitesse est une constante. D'accord? Donc sa valeur ne change pas. La direction tangente à la trajectoire, le sens, celui du mouvement. Et cette direction et ce sens changent tout le temps pendant le mouvement, évidemment. Au niveau de l'accélération, vous voyez que sa direction change, son sens change également. D'accord? Et on voit quand même que, on va le voir après encore, que là, l'accélération est toujours perpendiculaire au vecteur vitesse et donc perpendiculaire à la tangente à la trajectoire. Donc au niveau de l'accélération, sa direction c'est toujours perpendiculaire à la tangente à la trajectoire, donc au vecteur vitesse, et le sens par contre c'est toujours centripète, dirigé vers le centre du cercle. Ok? Mais cette direction et ce sens changent évidemment. Il n'y a que la valeur qui est constante pour l'accélération dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. Alors le dernier, un cas où il y a beaucoup de choses qui changent, c'est évidemment le mouvement circulaire non uniforme. La trajectoire est un cercle. La vitesse, il y a tout qui change, d'accord, la direction, le sens et la valeur. Et au niveau de l'accélération, tout change également. La valeur est variable et le sens et direction sont variables. Bon, là je vous l'ai mis, mais un mouvement circulaire non uniforme, évidemment, n'a rien de remarquable, puisqu'il y a tout qui change. Donc au final, vous n'allez rien retenir sur ce mouvement-là. Vraiment, il faut retenir les caractéristiques d'un mouvement circulaire uniforme, d'un mouvement rectiligne uniforme, rectiligne uniformément varié et circulaire uniforme. C'est surtout ça qu'il est très important de savoir faire. Alors, on termine avec un cas particulier justement du mouvement circulaire. Alors, cas particulier du mouvement circulaire, parce qu'on va définir un nouveau repère. Alors, il ne faut pas que ça vous perturbe. On va le définir ici et on va l'utiliser dans le chapitre 7 pour l'étude des mouvements des planètes ou des satellites à l'échelle astronomique. Donc, on le définit maintenant, comme ça ce sera fait et on va s'en servir plus tard. Et on va faire le lien avec le fait que pour un mouvement circulaire uniforme, l'accélération, on a dit, est centripète. Alors, un système est animé d'un mouvement circulaire si, évidemment, sa trajectoire est un cercle. Le rayon du cercle, on va l'appeler grand R, d'où le schéma que vous avez là. Alors, on définit un nouveau style de repère qu'on appelle le repère de Freinet, en hommage à Monsieur Freinet. Et c'est quoi ce repère? C'est un repère mobile, c'est un repère local. C'est un repère dont l'origine, en fait, c'est le point qui vous intéresse. Donc, le point M, votre système, vous allez prendre comme origine de ce repère votre point M à un instant donné.
Ça va être un repère orthonormé, donc on va définir deux axes avec deux vecteurs unitaires, un vecteur unitaire UT et un vecteur unitaire UN, qui sont toujours liés au point M. Alors évidemment, ce point M va bouger, c'est-à-dire que le point M, après, il va être comme ça. Donc votre vecteur, vos vecteurs vont bouger aussi, je vais les redessiner après. Alors c'est quoi UN? UN, c'est un vecteur unitaire qui est perpendiculaire au vecteur unitaire UT. Et UT, c'est quoi? Alors je le définis en premier. UT, c'est le vecteur unitaire qui a comme direction la tangente à la trajectoire au point M et qui est dans le sens du mouvement. Donc ici, vous l'avez. Donc UT, c'est un vecteur qu'on appelle T pour tangentiel. Donc c'est le vecteur unitaire tangent à la trajectoire. Et comme c'est un vecteur unitaire, ça veut dire que la norme de ce vecteur vaut 1. D'accord? Le vecteur UN, donc N comme normal, qui veut dire perpendiculaire en maths, le vecteur UN, il est perpendiculaire au vecteur UT. Et comme c'est un vecteur unitaire, sa norme vaut également 1. D'accord? Le vecteur UN, on dit aussi qu'il est dirigé vers le centre du cercle. Donc le vecteur UN sera dit centripète, dirigé vers le centre du cercle. Et il est radial aussi puisqu'il est dirigé suivant un rayon du cercle. Ok? Alors, oui, j'avais dit que je le redessinais. Si mon point M bouge, mon repère local de Freinet bouge également. Mon vecteur UN, oh là 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 là, par contre c'est la cata, voilà. Mon vecteur UN, il va être comme ça. Et mon vecteur UT, il va être comme ça. Donc ça veut dire que votre repère de Freinet bouge en même temps que le point M autour de votre point O. D'accord? Il tourne. Alors, dans ce repère, qu'est-ce qu'on peut dire du vecteur vitesse V? On sait que le vecteur vitesse a comme direction la tangente à la trajectoire. Donc, on va pouvoir, sans trop de problème, se dire que mon vecteur vitesse, je peux le représenter à l'aide de mon vecteur UT. Parce que, alors je vais essayer plutôt de dessiner une, parce que sinon ça va être trop moche. Voilà. Donc, mon vecteur vitesse, voilà, je pourrais très bien dire que c'est lui. Voilà, c'est ça mon vecteur vitesse. Donc, mon vecteur vitesse, il pourrait être représenté comme ça. Et bien, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que il est suivant le vecteur UT. Donc, je vais pouvoir dire que mon vecteur vitesse, c'est la valeur de la vitesse fois le vecteur unitaire UT. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le vecteur vitesse a même direction que UT, a même sens que UT, et sa valeur nous est donnée par ce que vous avez devant ici, petit v. D'accord? Le vecteur unitaire vous donne la direction et le sens, et ce que vous avez devant, évidemment, ce par quoi vous multipliez, ça va être la valeur de votre vitesse. Ok? Ensuite, on admet, alors ça je vous demande de l'admettre, qu'on peut décomposer l'accélération en deux. Dire que l'accélération, c'est une accélération tangentielle plus une accélération dite normale. Et je vous demande d'admettre que l'accélération tangentielle, c'est la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps fois le vecteur unitaire tangent, UT, plus v carré sur r, donc la norme de la vitesse au carré sur le rayon du cercle, fois le vecteur unitaire normal, donc UN, du repère de Freinet. Ok? Ça, il faut l'apprendre, il faut le savoir, c'est comme ça. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est un mouvement circulaire uniforme. Qu'est-ce qui se passe si le mouvement est circulaire uniforme? Ça veut dire que la valeur de la vitesse est constante. D'accord? Définition du mouvement circulaire uniforme. Donc, si c'est une constante, qu'est-ce qu'on peut dire de la dérivée par rapport au temps de cette vitesse? La dérivée d'une constante est nulle. Donc, d de v sur dt égale 0. Du coup, notre accélération qui était égale à dv sur dt fois ut plus v carré sur r fois un. Dv sur dt, ça devient 0 fois ut plus v carré sur r fois le vecteur unitaire un. Donc, puisqu'on n'a rien sur l'accélération sur le vecteur tangentiel, il nous reste v carré sur r fois un. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vecteur accélération, dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, a même direction et même sens que quel vecteur? Le vecteur ici a même direction et même sens que ce vecteur-là. Donc, même sens et même direction que
UN, c'est-à-dire que le vecteur accélération sera radial et centripète, comme le vecteur UN. Et qu'en est-il de sa valeur? Ça veut dire que la valeur, ça sera V carré sur R. D'accord? De l'accélération dans le cas d'un mouvement, donc ce serait petit a sans la flèche, la valeur de l'accélération dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. Donc, à savoir, dans un mouvement circulaire uniforme, le vecteur accélération est radial, ça veut dire dirigé suivant le rayon du cercle, centripète, donc dirigé vers le centre du cercle, et son expression, donc l'expression de la valeur, attention, c'est A égale V carré sur R. Donc ça, c'est uniquement sa valeur. Donc si vous connaissez la valeur de V, puisque c'est une vitesse constante pour un mouvement circulaire uniforme, et que vous connaissez le rayon du cercle, vous avez la valeur de l'accélération. Et vous pouvez le représenter, puisque vous savez que l'accélération dans ce cas sera toujours radiale et centripète. D'accord? Alors, on utilisera tout ça quand on étudiera les mouvements des planètes du système solaire autour du Soleil et les mouvements des satellites en rotation autour de la Terre. Vous avez donc du coup à partir de là quelques petits exercices à faire, d'accord? Donc voilà, les petits exercices à faire directement sur le cours en rapport avec tout ce qu'on vient de faire là. Bon courage!